Bien, bonjour à tous. On va démarrer dans quelques minutes. Voilà, les portes se ferment, j'entends. Bienvenue. Écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle. On refait des choses en vrai avec des gens. Donc voilà, je pense que vous êtes tous conscients que c'est plutôt agréable. J'en ferai pas des tonnes là-dessus, mais ça nous fait en tout cas très plaisir de refaire des conférences en vrai avec des gens, et je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. C'est septembre, c'est la rentrée, c'est même l'automne aujourd'hui. Pour l'automne, j'ai vu ça ce matin. Notre premier conférencier de l'année, ça me fait très plaisir de le recevoir, c'est Ludovic Pochard, qui vient du laboratoire Le FAST à Orsay. Donc on dit toujours le FAST, et puis après on oublie toujours ce que ça veut dire, mais il a bien fait de l'avoir écrit. Donc c'est fluide, automatique et système thermique. C'est un laboratoire du campus de l'université d'Orsay, donc c'est l'université Paris-Saclay maintenant. Ludovic, il est chercheur au CNRS, il est spécialiste des problèmes de séchage et de fracture, et donc aujourd'hui il va nous présenter son exposé qui s'appelle Craquelure et matière picturale, le temps fait son. Voilà, je pense que donc si vous êtes tous là, vous gardez vos masques, on posera des questions après avec ça, et puis Ludovic. Merci beaucoup Arnaud, je suis très honoré, très heureux d'avoir été invité à faire cet exposé. Donc je vais vous parler de craquelure. C'est une étude qui va être assez générale sur les craquelures et qui a été guidée par les craquelures qu'on peut observer sur les œuvres d'art. Alors c'est le premier signe de vieillissement d'une œuvre qui est présent sur quasiment toutes les peintures anciennes. Alors en fait, il y a plusieurs manières de percevoir une œuvre à travers les réseaux de craquelures. Soit ces craquelures, on va considérer qu'elles sont indésirables, parce que c'est un réseau de lignes plus ou moins contrastées qui va perturber l'image, mais en même temps, ça donne une certaine valeur de l'ancienneté. Et puis, elles peuvent aussi être considérées comme agréables, parce que c'est le signe de l'histoire de l'œuvre qui est passée sur ces peintures à travers différentes altérations. Et puis elle peut donner de la valeur à la peinture si les craquelures ne sont pas trop nombreuses. Et en même temps, elles permettent d'avoir une sorte de ressenti de l'authenticité de la peinture. Alors, est-ce que vous préférez la peinture avec ou sans craquelure ? Donc en fait, c'est un vaste débat dans l'art. Savoir, par exemple, si la restauration doit supprimer, estomper ou laisser les réseaux de craquelures dans une œuvre, parce que c'est souvent associé à une œuvre en particulier et à son histoire. Alors, ça dépasse le cadre de l'exposé. Moi, ce que je vais m'intéresser ici, c'est plutôt aux informations scientifiques que l'on peut tirer des réseaux de craquelures dans les peintures. Et ceci est basé sur la grande diversité de morphologie que vous pouvez observer. Il y en a quelques-unes sur ce patchwork ici. Vous pouvez voir des réseaux de craquelures qui sont plutôt parallèles ou plutôt isotropes, des réseaux denses ou plus ou moins connectés, comme vous voyez ici, des craquelures qui peuvent être ouvertes. Puis d'autres types d'instabilité mécanique, comme des phénomènes de délamination ou de cloque dans certaines peintures, qui sont liés au décollement plus ou moins partiel de la couche picturale sur le support ou d'une couche sur une autre. Alors cette grande diversité de morphologie que vous voyez ici, elle reflète le grand nombre de causes qui peuvent conduire à ces altérations. Ça peut être la déformation du support, un choc pendant le transport d'une peinture, le vieillissement de la couche picturale qui va la rigidifier au cours du temps, qui va la rendre de plus en plus fragile et du coup de plus en plus en proie aux contraintes de tension qui vont apparaître au cours de la vie de la peinture. Alors c'est ce qu'on appelle en général des craquelures d'âge qui vont intervenir au cours des siècles, qui sont généralement très fines, comme vous pouvez le voir par exemple ici, qui vont être très profondes dans la peinture. Et puis, au contraire, on peut avoir des craquelures qui vont apparaître dès le début de la consolidation du séchage de la peinture et qui vont en général être très ouvertes. C'est ce qu'on appelle les craquelures prématurées et qui peuvent être liées à un défaut de mise en œuvre de la peinture, trop d'huile par exemple dans la peinture. Bref, différents phénomènes qui vont conduire à ces craquelures et qui reflètent une grande complexité de la peinture. Alors déjà, pourquoi étudier les craquelures dans les peintures ? Vous avez trois intérêts principaux. Toutes basées sur le fait que ces craquelures elles sont révélatrices de la matière et des techniques utilisées par les artistes. Alors, le premier intérêt, c'est d'obtenir justement des informations sur les techniques picturales des artistes.
Ça peut vous donner des informations sur les épaisseurs utilisées, les traces des coups de pinceau, etc. Ça vous donne des informations globales sur toute la peinture et qui peuvent être complémentaires d'autres informations obtenues par exemple, des analyses structurelles qui peuvent être liées à des prélèvements. Donc là, on peut avoir des informations qualitatives ou hypothétiques qui sont complémentaires d'autres informations. Le deuxième intérêt, c'est l'authentification des peintures. Alors en fait, c'est l'empreinte digitale de la peinture. Le faussaire va pouvoir vieillir une couche picturale, il va pouvoir retracer un réseau de craquelures, d'où l'intérêt d'étudier précisément la relation entre le réseau de craquelures et la matière, et ceci à différents temps, en fonction par exemple d'un vieillissement artificiel. Et puis le troisième intérêt concerne plutôt la conservation et la restauration. Étudier par exemple la stabilité d'un réseau de craquelures. Si vous avez un réseau de craquelures d'une peinture, est-ce qu'au cours de variations climatiques, ce réseau va être stable ou non? On peut essayer de le prédire pour pouvoir limiter ceci. Alors, ces différents intérêts, ces craquelures, sont basés sur le fait qu'une peinture, c'est un système complexe. Ça va être la première partie de ce que je vais vous présenter ici. Alors, c'est un système complexe, d'une part, du point de vue géométrique, parce que c'est un ensemble de couches superposées les unes sur les autres, donc on a vraiment la matière sur la matière, et puis qui est supportée par justement un support, qui peut, pour les plus classiques, étaient des planches de bois au Moyen-Âge, et puis des peintures sur toile qui étaient plus légères et qui pouvaient permettre de faire des tableaux plus grands, plutôt à la Renaissance. Alors c'est un système complexe également du point de vue de la composition de la matière. Alors évidemment, vous avez des pigments qui sont broyés dans un liant, qui va donner une cohésion ensuite à la peinture, et puis différents ingrédients qui ont été ajoutés au cours des siècles. Alors aujourd'hui, dans un tube de peinture, vous avez plus de 30 ingrédients différents, des ingrédients qui peuvent aider à étaler la peinture sur la sous-couche. Bref, un grand nombre d'ingrédients. Et dans ces ingrédients, le liant a beaucoup évolué au cours des siècles. On avait des liants à base de miel, de cire au début, des liants basés sur des systèmes aqueux ou le jaune d'œuf qui stabilisait les peintures. Donc ça, c'était plutôt au Moyen-Âge, les peintures à tempéra qui donnaient des couleurs très claires. Et puis dès que les propriétés de séchage des huiles, ce qu'on appelle les propriétés de siccativité avec l'oxygène de l'air, ont été mieux contrôlées, là, les huiles ont été utilisées, principalement les huiles de lin, ce qui donnait des peintures plus souples. Puis aujourd'hui, on est plutôt sur des systèmes acryliques. Alors, l'utilisation des huiles, là, il fallait bien prendre en compte la règle de peindre gras sur maigre. Vous avez sans doute utilisé ça, parce qu'il ne faut pas que la couche du dessus se consolide avant la couche du dessous. La couche la plus chargée en huile étant la plus longue à se solidifier avec l'oxygène de l'air. Donc voilà pour les liants. Et puis les pigments, ils ont peu évolué au cours du temps, d'origine terreuse ou végétale ou organique. Finalement, on broyait un petit peu tout ce qu'on trouvait avant que les tubes de peinture existent. C'était plutôt au XIXe siècle. Donc avant, c'était vraiment, on préparait la peinture et on peignait tout de suite. Donc voilà, une multitude de pigments différents. Alors, le noir de carbone était un des pigments les plus difficiles à préparer parce qu'il était très rigide. Et broyer du noir vient de là, cette expression, parce que les broyeurs, ils n'en pouvaient plus de broyer ces pigments en tout petits composants. Donc à partir d'une peinture, de pigments et puis de tous les ingrédients, on va obtenir des propriétés mécaniques très différentes les unes des autres, ce qui a été étudié dans le domaine de la conservation et de la restauration par différents types d'essais, d'extension par exemple, sur des prélèvements, de mesures d'indentation si vous enfoncez une pointe dans de la matière, et puis vous mesurez la force en fonction de la profondeur de pénétration. Bref, d'une peinture à une autre, le module élastique peut varier de plus de 3 ordres de grandeur, et puis il y a des mesures aussi qui ont été faites en vieillissement artificiel ou sur des vraies manips sur plusieurs années, qui ont montré que vous aviez une rigidification de la peinture
au cours du temps, mais ce n'est pas toujours le cas non plus. On peut aussi avoir une sorte de ramollissement de la peinture. Tout dépend de la matière qui est, encore une fois, très, très complexe dans ces systèmes. Alors, vu la complexité de ces systèmes, pour étudier les craquelures, ce qu'on fait au laboratoire, c'est d'étudier des systèmes modèles qui sont moins complexes qu'une peinture réelle, mais qui sont complexes tout de même. Alors, ces systèmes modèles sont des dispersions de particules colloïdales, donc des particules qui ont une taille inférieure au micron, qui sont en général chargées négativement en surface, et puis qui sont stables comme ça dans un système aqueux, en l'absence d'évaporation. Donc, ça va être la deuxième partie de ce que je vais vous présenter ici. L'intérêt ici, c'est d'étudier l'influence d'un paramètre particulier sur la formation d'un réseau de craquelures et sur la morphologie finale. Donc, le principal, c'est d'avoir un système adaptable, qu'on change la taille caractéristique des pigments, la concentration initiale, la forme, les forces entre particules, qui sont évidemment très calibrées par rapport à un pigment, mais au moins on peut obtenir des informations sur un paramètre et ce qu'il affecte sur ces réseaux de craquelures. Alors, on étudie ces systèmes modèles, de leur structuration jusqu'au développement de contraintes mécaniques, ce que je vais vous montrer ici. Alors, pour présenter ces systèmes, une première méthode pour structurer une dispersion colloïdale, c'est de jouer avec les forces entre particules. Alors, ces systèmes portent une charge de surface négative. Si vous ajoutez des ions à la dispersion colloïdale, typiquement du sel par exemple, vous allez écranter les charges portées par les particules, et puis vous allez agréger ces particules colloïdales. Alors, on peut quantifier ceci si on fait des mesures de viscosité en fonction du temps pour une dispersion colloïdale auquel on a ajouté une certaine quantité d'ions. Ce que vous voyez, c'est que la viscosité augmente, et puis au bout d'un certain temps, elle diverge parce que vous allez former des agrégats dans le système qui vont être connectés dans tout l'échantillon. La cinétique est très dépendante de la concentration en ions que vous ajoutez. Plus vous ajoutez des ions, plus la divergence va apparaître tôt. On peut modéliser ça par une loi de percolation qui traduit le fait que vous agrégez les particules au cours du temps, et ce qui permet de définir un temps caractéristique de gel, ce que j'ai appelé TG ici. Et ce TG dépend fortement de la concentration en ions que vous ajoutez, de quelques secondes à plusieurs heures. Donc on peut vraiment régler ce temps caractéristique de gel qui traduit l'agrégation des particules. Bon, c'est une première méthode pour structurer la matière. Une deuxième méthode, c'est d'étaler une dispersion colloïdale comme de la peinture sur un substrat, et puis vous laissez sécher. Donc vous évaporez le solvant qui est de l'eau. Dans ces cas-là, la densité en particules augmente jusqu'à la formation d'un empilement compact aléatoire. Vous avez une fraction volumique de l'ordre de 60%, 63%. Alors c'est différent dans le cas de ce schéma ici où j'ai dessiné des particules bien monodisperses. Là, on est dans un empilement hexagonal. Alors pendant ce séchage, en fait, votre système va évoluer suivant différents comportements. S'il n'est pas trop concentré, on va partir d'une phase d'un liquide newtonien, et puis on va générer une structure qui va se comporter comme un système élasto-visco-plastique jusqu'à fragile, où là, on va pouvoir caractériser le matériau par des paramètres, typiquement le module de Young du système, le système qui est poreux, et puis une contrainte seuil qui traduit le fait que vous avez vraiment obtenu une structure qui va pouvoir encaisser des contraintes mécaniques extérieures. Alors, ces paramètres ici dépendent fortement de la fraction volumique en particules initiale, de l'élasticité des particules, de l'énergie d'interaction entre ces particules, qui lui donne une cohésion, etc. J'ai donné quelques valeurs ici pour les systèmes modèles qu'on utilise ici pour étudier les craquelures, de particules de silice, par exemple. Alors, ce que je vais définir comme gel, en fait, dans cette partie-là, c'est un gel physique, c'est-à-dire que c'est un empilement de particules colloïdales, qui sont cohésifs, et qui sont remplis de solvants qui s'évaporent. Alors, plutôt que d'amener une expérience qui n'était pas forcément évidente ici, la semaine dernière, j'ai fait deux petites expériences, c'est plutôt qualitatif. C'est pour vous montrer justement l'effet de la structuration dans deux cas différents. Donc, c'est des gouttes, ici, qui ont la même taille, qui sont déposées sur une lame de verre. Ici, vous avez une goutte de la dispersion colloïdale qui va sécher. Alors,
Au cours de l'évaporation, donc là l'évaporation est limitée par la diffusion de l'eau dans l'air, on ne chauffe pas, on laisse vraiment évaporer naturellement, vous allez avoir l'advection de toutes les particules, tous les composants non volatiles proches de la ligne triple. La ligne triple, c'est la ligne qui raccorde le substrat, le liquide et puis l'air. Et là, vous allez avoir, dans le petit film, l'effet de tache de café, à savoir que si vous laissez tomber une goutte de café sur une table, à la fin, vous allez avoir uniquement une auréole formée sur la périphérie de la goutte, liée au fait que vous avez une évaporation très grande ici. Alors, ce que vous voyez sur ce premier film, c'est la formation d'une sorte de pied gélifié sur le pourtour, dû à l'accumulation des particules. Vous avez une sorte de gel qui se forme dans lequel des contraintes mécaniques importantes apparaissent. Elles sont suffisamment importantes à partir d'un moment pour nucléer des fissures. Donc là, vous avez un réseau de craquelures radiales très bien défini, la longueur d'onde est parfaite. La partie centrale est liquide et s'évapore au cours du temps. Et puis là, vous avez un deuxième mode de fissuration qui se forme. Vous avez des pétales qui se décollent du substrat. On voit la trace, là d'ailleurs, le reflet. Et puis, quand il n'y a plus de contraintes du tout, le tout se relâche. Voilà. Je vais revenir plus précisément sur ces phénomènes de délamination par la suite. Donc ça, c'est juste de manière qualitative pour vous montrer ce qui se passe quand on sèche. Si je refais la même expérience en ayant ajouté un petit peu d'ion de sel dans la goutte, préalablement, typiquement, les deux temps caractéristiques qui nous intéressent, le temps caractéristique de séchage, qui est lié à la taille de la goutte, et le temps caractéristique de gel, qui est lié à la quantité d'ion qu'on ajoute. Là, j'ai fait en sorte d'avoir deux temps caractéristiques qui soient du même ordre de grandeur. Les vidéos là sont accélérées 5 fois, j'ai oublié de le dire. Donc, ce qui va se passer, c'est comme précédemment, vous allez former un gel sur le pourtour de la goutte, qui est lié vraiment au phénomène d'évaporation. La partie centrale est liquide, et puis vous allez avoir agrégation du système au cours du temps. C'est-à-dire que cette partie centrale, elle gélifie, elle devient solide aussi. Et finalement, on va obtenir une sorte de crêpe à peu près homogène en épaisseur, dans lequel des contraintes mécaniques importantes apparaissent, et puis à partir d'un moment, ces contraintes sont suffisantes pour relaxer en formant des fissures comme vous allez le voir. Alors ces fissures-là, elles ne sont pas forcément bien périodiques comme précédemment. Elles vont être influencées par la géométrie plus ou moins complexe de la goutte. Bon voilà, c'est juste pour vous montrer qualitativement le fait que si vous changez les conditions physico-chimiques, si vous changez aussi la géométrie, on va obtenir des choses différentes au cours de l'évaporation. Alors cette structuration, au cours du séchage, a été étudiée aussi, a été mise en évidence à l'échelle des particules colloïdales, par des expériences de rayons X, diffusion de rayons X aux petits angles. Ici, vous avez différents spectres de diffusion qui ont été mesurés au cours du séchage, typiquement dans une grosse goutte qui sèche. Alors, c'est un anneau ici qui traduit le fait qu'on a une isotropie du système dans la phase liquide. Et puis, cet anneau va croître en taille, en diamètre, lorsque la concentration en particules augmente au cours du séchage. Et puis, on a une sorte d'élongation de ce spectre de diffusion lorsque vous avez formé une structure dans le milieu, c'est-à-dire à peu près ici, dans le schéma, et qui se consolide au cours du temps. Alors, on a formé une structure lorsque les particules se sont rapprochées les unes des autres et deviennent piégées les unes avec les autres du fait de leurs interactions mutuelles. Et donc là, on peut mieux le voir à partir de ces deux courbes ici, rouge et verte, qui traduisent les deux axes d'un spectre de diffusion. On voit qu'à partir d'un moment, on a la formation de ces structures avec une fraction volumique étonnamment faible. On pourrait penser qu'on a une structure, lorsqu'on est proche de l'empilement compact aléatoire, 60% de fraction volumique en particules. Ben non, c'est à peu près 35%. Donc on a vraiment un système très lâche, mais qui peut commencer à encaisser des contraintes extérieures. Donc c'est ici, et puis un système qui se consolide au cours du temps. Donc ça, c'est ce qu'on peut voir sur des expériences à l'échelle de la particule. On peut aussi mettre ceci en évidence à une échelle macroscopique, en rhéologie, en oscillation. En fait, vous cisaillez des dispersions colloïdales
et là des dispersions colloïdales qui ont différentes fractions volumiques initiales. Ce qu'on mesure, c'est les G', G secondes. Alors G', c'est le module de conservation qui traduit les processus élastiques dans le milieu. Le G seconde, c'est le module visqueux, le module de perte, qui traduit tout ce qui est dissipation d'origine visqueuse. Alors si vous mesurez le rapport entre les deux, G', G seconde sur G', pour différentes dispersions colloïdales, vous voyez que la réponse du système est prédominante et visqueuse pour des fractions volumiques inférieures à ces 30-35% en volume, et au-delà, on a une réponse prédominante élastique. Donc on a structuré le matériau pour des fractions volumiques un petit peu plus importantes. Donc ceci vous montre, donc à l'échelle macro et l'échelle plutôt nano, qu'on a en fait des informations qui sont intéressantes pour une peinture, qui déterminent en fait les propriétés, certaines propriétés de la peinture une fois qu'on l'a étalée, comme le fait par exemple de pouvoir niveler les irrégularités liées aux traces de coups de pinceau qui ont servi à étaler, si vous avez une peinture qui est en dessous du seuil de structuration, eh bien, ces traces de coups de pinceau vont être estompées dans la matière. Par contre, si vous étalez un système qui est un petit peu plus concentré, on est proche de former une structure, là, vous pouvez laisser apparaître ces traces de coups de pinceau, comme vous voyez dans cette peinture, qui vont se consolider au cours du séchage, de la consolidation. Et donc ça, c'est une méthode qui est utilisée par certains peintres, comme Van Gogh, par exemple, ici. Donc ça vous montre que c'est l'effet de la structure naissante de la matière. Alors, le séchage, maintenant, ce séchage, justement, au cours de sa consolidation, il va être soumis à des contraintes mécaniques très importantes, des contraintes mécaniques internes. Alors, en fait, l'origine de ces contraintes mécaniques, elle est liée à l'évaporation, proche de la surface d'évaporation ici. Vous avez des ménisques liquide-air qui vont être de plus en plus courbés à cause de la perte de solvant. Et ces ménisques ici vont être à l'origine de pressions capillaires importantes dans le milieu, des pressions capillaires qui sont autant plus grandes que la taille des pores, la taille des particules est faible. Là, vous pouvez penser à 2 plaques de verre, par exemple, avec une goutte d'eau au milieu. Pour pouvoir séparer ces plaques de verre, ce n'est pas évident à cause justement de ces contraintes d'origine capillaire. Alors, loin de la surface d'évaporation, dans le gel, le système est sans contrainte. Donc, c'est bien que vous avez un gradient de pression du liquide dans les pores et qui est à l'origine de la rétraction du gel au cours du séchage. Alors, juste quelques équations pour vous montrer que cette pression du liquide P dans les pores, elle satisfait une loi de diffusion, qui est ici, qui fait apparaître un paramètre important, c'est la diffusivité qui dépend du module de Young de l'empilement des particules, de la perméabilité, donc la taille des pores, et puis la viscosité du liquide qui s'écoule dans le milieu poreux. Et cette diffusivité va vous permettre d'avoir le gradient, la longueur caractéristique du gradient de pression du liquide dans les pores. Et ça vous montre qu'il est assez grand, et que grand par rapport à l'épaisseur d'une couche, par exemple. Et donc, ça va vous permettre de mettre en évidence le fait que ce gradient est à l'origine de contraintes mécaniques de rétraction importantes du milieu. Alors, ce sont les lois constitutives de poroélasticité du milieu qui vont vous permettre, à partir de cette pression du liquide dans les pores, de quantifier les contraintes mécaniques qui se développent dans le milieu. Alors, cette rétraction, induite par l'évaporation, elle est en fait contrariée par l'adhésion de la couche sur le substrat, ça l'empêche de se rétracter librement. Ce qui va s'en suivre, c'est des contraintes de tension qui vont s'opposer à cette rétraction induite à la surface d'évaporation. Et puis, lorsque ces tensions sont suffisamment grandes, le système ne peut plus supporter ces contraintes de tension, ces contraintes vont être relâchées par la formation de fissures. Alors, avant de vous parler de fissures, de craquelures, on peut mettre en évidence quantitativement le développement de cette contrainte mécanique dans les films par une expérience qui consiste à déposer une couche de peinture ou de dispersion colloïdale sur une lame flexible, donc très élastique, en porte-à-faux, comme vous avez ici. Au cours de la rétraction, le système
film sur le substrat flexible va se rétracter. Et si on mesure la déflexion ici avec le petit laser du système, eh bien, vous allez pouvoir en déduire les contraintes moyennes dans le film. Alors, c'est ce qui est représenté sur le petit film ici, qui a commencé à démarrer d'ailleurs, la déflexion de la plaque que vous voyez en vue de dessus. Lorsque ces déflexions sont importantes, donc liées aux contraintes mécaniques, eh bien, des craquelures vont apparaître et elles vont être suffisantes pour relâcher toutes les contraintes et vous avez une déflexion qui est réduite à zéro si le système est élastique. Donc voilà, à partir de là, on peut en déduire, surtout au temps court, une relation qui vous donne l'évolution en temps des contraintes mécaniques qui dépend fortement du module de Young de la peinture et puis la vitesse d'évaporation aussi. Alors, une fois que ces craquelures apparaissent, eh bien, elles vont avoir différentes morphologies. Donc maintenant, je vais vous parler, dans cette troisième partie, de la forme des craquelures qui nous intéressent. Et alors, ces craquelures, comme je vous l'ai montré dans le patchwork au début de l'exposé sur les peintures, eh bien, elles vont prendre différentes formes en fonction de la connectivité, l'espacement, l'orientation des craquelures, leur ouverture, leur profondeur, et différents paramètres vont jouer là-dessus. Les paramètres principaux sont l'épaisseur de la couche et puis des paramètres qui sont liés aux pigments, comme leur forme, l'interaction entre les pigments. Il y a aussi les propriétés mécaniques de ces pigments et puis aussi le fait que vous pouvez aussi faire des cycles de variation d'humidité, par exemple, qui vont beaucoup jouer sur les contraintes mécaniques et sur la forme des réseaux de craquelures. Donc dans la suite, je vais m'intéresser plutôt aux points rouges que j'ai souligné ici. Alors, on va commencer par regarder un petit film sur la formation d'un réseau de craquelures. C'est dans un système modèle, mais vous pouvez avoir la même chose dans une peinture réelle. Donc là, on a le plan de la couche, et la formation des réseaux de craquelures ne se forme pas au hasard, mais suivent des règles bien définies de la physique et de la mécanique. Donc ces craquelures, elles se forment dans un champ de contraintes mécaniques. Par exemple, les contraintes suivant Y, ici, vont permettre d'ouvrir une fissure. Donc voilà, et une fois que cette fissure s'est formée, évidemment, sa forme va rester inchangée, mais elle va modifier les contraintes mécaniques proches de la fissure. Typiquement, les contraintes suivant Y qui lui ont permis de s'ouvrir vont être relaxées en son voisinage. Évidemment, loin, on a le champ de contrainte comme si le système n'était pas fracturé. On a typiquement une variation de la contrainte suivant Y qui est exponentielle au voisinage ici de la première fissure. Alors ça, c'est intéressant parce que si vous avez une deuxième fissure qui apparaît, voilà, celle-ci, on voit qu'elle va commencer à changer de direction pour se connecter perpendiculairement à la première, et ceci pour prendre en compte le champ de contrainte mécanique modifié par la première. Comme vous voyez ici. Et alors ça, c'est valable à chaque fois. Vous avez une autre fracture là qui va se connecter aussi perpendiculairement à la première, etc. Donc là, vous avez un envahissement de la couche 2D par un ensemble de craquelures. Alors, elles ne se propagent pas toutes en même temps, elles se propagent par générations successives. Là, vous avez vraiment un phénomène hiérarchique dans la formation de ces réseaux de craquelures. On voit par exemple que celle-ci s'élargit un petit peu, elle s'ouvre de plus en plus, et ça vous traduit le fait que vous ayez une rétraction de la matière, parce que c'est un phénomène de séchage qui provoque ces craquelures. Donc voilà, vous avez cet envahissement de la couche par les craquelures, et à la fin du phénomène, vous avez à peu près ça. Alors là, j'ai mis plusieurs couleurs parce que ça vous permet de retracer approximativement l'histoire de la fracturation. À savoir que les premières craquelures sont les plus longues, les deuxièmes générations de craquelures se connectent aux premières, etc. Vous pouvez avoir 3, 4, 5 générations différentes de craquelures. Bon, évidemment, c'est approximatif. Et ça vous permet de relaxer à chaque fois les contraintes mécaniques. Alors, c'est un phénomène qui est générique, en fait, qui n'intervient pas que si vous avez du séchage. Ça intervient dans une couche fragile dans laquelle vous avez des contraintes mécaniques qui apparaissent, qui peuvent être dues à des variations de pression
induites par séchage dans un matériau poroélastique, et qui peuvent être dues aussi par des variations de température. Si vous avez une céramique, par exemple, eh bien, elle va se rétracter si vous avez un refroidissement, et de la même manière, vous allez avoir des contraintes qui vont apparaître et qui vont former de manière hiérarchique ce réseau de craquelure qui a été enregistré sur une céramique ici, avec des variations de température. Alors ça peut donner des particularités, de la valeur à certaines céramiques, certains vases. Ça, c'est les céramiques, par exemple, de la dynastie des Song, qui ont une valeur très importante du fait de ces craquelures qui sont présentes. Alors, qu'est-ce qu'on peut obtenir de manière quantitative sur un réseau de craquelures? On ne va pas tout pouvoir obtenir parce qu'il y a beaucoup de paramètres différents pour expliquer un réseau de craquelures, mais quelques quantifications. Par exemple, le changement de direction d'une craquelure lorsqu'elle rencontre une autre, ça traduit l'interaction entre deux craquelures, et ça, c'est un paramètre qui est lié à l'épaisseur de la couche, mais qui est aussi lié à un autre paramètre qui est lié aussi à l'élasticité du module de Young de la couche et du module de Young de la sous-couche, qui joue comme une sorte de force de rappel sur la couche à l'interface entre les deux, ici. Alors là, on peut voir, par exemple, que si vous avez une couche rigide sur une couche plus rigide, vous avez une certaine longueur d'interaction qui est plus faible que si vous êtes dans le cas d'une couche plus rigide sur une couche moins rigide. Voilà. Donc ça vous reflète un petit peu ce qui se passe en dessous de la couche picturale en se basant finalement sur des systèmes qui sont purement élastiques. Une autre quantification possible, c'est ce qu'on voit le plus finalement lorsque vous regardez un réseau de craquelures, c'est la taille caractéristique d'un réseau de craquelures, la distance moyenne entre les fissures. Alors c'est un paramètre qui croît avec l'épaisseur de la couche et qui dépend aussi du module élastique. Pour des épaisseurs assez faibles, on a une croissance quasiment linéaire entre les deux. Et cette loi, par exemple, qui semble un petit peu complexe, elle est liée à une minimisation de l'énergie du système qui prend en compte l'énergie élastique du système et l'énergie disponible pour créer des fissures. L'énergie disponible pour créer des fissures, c'est pour créer des nouvelles surfaces dans la matière, en fait. Alors, donc, vous voyez que l'épaisseur, en fait, c'est l'échelle de longueur d'un film qui joue un rôle essentiel dans les craquelures. Ici, vous avez différentes morphologies de craquelures en fonction de l'épaisseur, pour des couches picturales, des vraies peintures, et puis là, pour des systèmes modèles. On voit qu'en dessous d'une certaine épaisseur, votre système n'a pas assez d'énergie élastique pour nucléer et propager des fissures. Votre système est homogène à l'aspect macroscopique. Et au-delà d'une certaine épaisseur, vous avez assez d'énergie pour nucléer des fissures, et là, vous avez à l'état final des germes qui sont plus ou moins espacés. Pour des épaisseurs un petit peu plus importantes, vous avez un réseau de craquelures partiellement connecté. Et puis pour des épaisseurs encore plus grandes, là c'est un peu plus facile énergétiquement de propager les fissures, et on va avoir un réseau complètement connecté comme celui que je vous ai présenté dans le film. Alors évidemment, tout ceci reflète la structure de la matière. Vous pouvez refabriquer ces réseaux de craquelures à partir de systèmes qu'on maîtrise un petit peu plus, à partir de particules élastiques. Et donc, cette structure est soumise de manière interne à des forces entre les particules, c'est typiquement des forces de réponse élastique, des contacts de Hertz entre les particules, pour remettre en évidence ces différents réseaux de craquelures. Alors, la réponse mécanique est différente si vous êtes dans le cas de particules déformables, typiquement viscoélastiques, par exemple. Dans ces cas-là, vous avez une certaine partie de l'énergie qui va être dissipée par déformation des particules colloïdales. Et donc, finalement, vous allez avoir moins d'énergie disponible pour recréer des fissures. Alors ça peut être intéressant, parce que si tout à l'heure, je vous ai présenté différentes morphologies de craquelures en fonction de l'épaisseur, on peut tracer un deuxième axe à épaisseur constante, ici, où on peut retracer les mêmes topologies de fissures, réseaux partiellement connectés, germes
ou l'absence de fissure en changeant la composition. Si vous faites des mélanges, par exemple, entre un certain taux de particules élastiques et un certain taux de particules viscoélastiques. Alors en fait, on pourrait refaire un diagramme un petit peu plus complet des craquelures avec un troisième axe. Donc là, vous avez l'épaisseur, là, la composition, le séchage. Mais bon, je ne vais pas vous présenter ça de manière plus précise. Le séchage, à savoir que si vous séchez rapidement un système, il va avoir tendance à beaucoup fissurer. Si vous le séchez plus lentement, vous n'aurez quasiment pas de fissure. Alors, on peut regarder un tableau. Donc là, je ne vous la présente pas. Je pense que vous l'avez reconnu, malgré le fait que sur cette image, vous n'avez que le réseau de craquelures. Vous n'avez aucune couleur, aucun dessin même. Donc c'est une image multispectrale. C'est-à-dire que c'est une image superposée, différentes images superposées. Chacune a été prise à une certaine longueur d'onde, et ce qui permet de plonger aussi dans la profondeur de Mona Lisa. Et là, vous avez un grand nombre de morphologies de fissures différentes. Donc, Mona Lisa a été peinte sur une planche de peuplier, et les fibres du bois sont principalement verticales. Donc là, on va pouvoir s'intéresser rapidement à 3 différentes régions. La première région, c'est ce qui vient tout de suite à l'œil quand vous regardez la peinture. C'est le réseau de craquelures quasiment parallèle dans le front. Donc, c'est des craquelures qui sont très profondes, jusqu'au panneau de bois. Et on peut penser, de manière toujours hypothétique, on peut penser quand même avec une grande probabilité d'avoir raison, que ces craquelures elles sont liées à la déformation du panneau de bois au cours des siècles. Alors que dans le paysage, ici, ou dans le ciel, on a plutôt un réseau de craquelures isotropes, donc, qui ne retransmet pas la déformation du panneau de bois. Donc on peut penser qu'au moment où ces craquelures sont apparues, on avait une matière très fragile, qui transmet bien les déformations du panneau de bois, alors qu'ici, on avait un matériau moins fragile, qui n'a pas craquelé à cause de la déformation du panneau de bois, mais qui a craquelé pour d'autres raisons, par vieillissement, par exemple, qui a rigidifié la couche de manière isotrope. Alors, au passage, si on compare, par exemple, le visage de Mona Lisa au visage de la Belle Ferronnière, c'est un tableau qui a été attribué à Léonard de Vinci, même époque. Bon, le bois n'est pas le même, le panneau de bois c'est du noyer, mais on a des craquelures complètement différentes, on a plutôt des germes qui sont déconnectés les uns des autres, et ce qui peut laisser penser que la matière est différente, puisqu'on a une matière plutôt hétérogène qui facilite la nucléation de fissures, mais une fois qu'elles ont nucléé, elles ont du mal à se propager, c'est pour ça qu'elles ne se connectent pas forcément. C'était une parenthèse, parce que vous voyez que d'un tableau à l'autre, même peut-être du même peintre, on peut avoir des réseaux de craquelures différentes. Alors, une troisième région d'intérêt dans ces craquelures, dans Mona Lisa, c'est le voile. Le voile qui entoure le visage de Mona Lisa. Alors, il n'y a pas de craquelure, donc c'est ça qui est intéressant. C'est parce que cette partie de la peinture a été peinte par la célèbre technique du sfumato. Sfumato, c'est jouer avec les ombres et l'opacité de la peinture pour jouer aussi avec la transparence du voile. Donc là, l'idée, c'est de peindre avec des couches très diluées, donc avec des couches très très fines. Et donc on va être en dessous de l'épaisseur critique de fissuration. Mais alors, si on superpose plein de couches, chacune très diluée, on va pouvoir avoir une couche plus ou moins épaisse à la fin. Mais comme chacune a séché en dessous de l'épaisseur critique, on va avoir une couche finale plus ou moins épaisse, mais sans craquelure. Donc voilà, c'est pour illustrer le fait de ce que je vous présentais tout à l'heure, à savoir les histoires d'épaisseur critique liées à la minimisation de l'énergie du système. Alors, dans la dernière partie, je vais plutôt m'intéresser ici sur les phénomènes cycliques et l'effet, par exemple, des variations d'humidité qui vont jouer sur les réseaux de craquelures et sur leur possible évolution au cours du temps. Alors vous avez, comme je vous ai montré, différents types de craquelures, des craquelures qui vont se former de manière partielle, comme ça, pas forcément connectée. Vous avez aussi un autre mode de fissuration qui va conduire à la délamination, ou au contraire, on peut avoir des formations de cloques, comme ici. Les différents modes de fissuration sont liés aux énergies qui sont impliquées.
Si vous êtes dans le cas d'une cohésion qui coûte beaucoup plus d'énergie qu'une adhésion, vous allez avoir ce phénomène-là. Si par contre, ça coûte moins cher énergétiquement de décoller, on va plutôt décoller que de fissurer. Bref, on a différents modes de fissuration qu'on peut observer dans les peintures. Alors, expérimentalement, sur un système modèle, ce qu'on peut regarder, c'est comment évolue un réseau de craquelures de manière cyclique en changeant les conditions extérieures et là liées à l'humidité. Donc là, vous avez une couche qui est poreuse, une couche de peinture modèle, et puis on va être un petit peu violent, on va déposer une goutte d'eau dessus, qui s'imbibe. Alors quand elle s'imbibe, évidemment là c'est accéléré, elle va ensuite sécher, elle va former un réseau de craquelures. Alors, entre parenthèses, ces craquelures, on voit qu'elles se referment partiellement, mais elles se referment pas mal à la fin, ce qui montre le fait qu'on ait un matériau assez élastique. Donc, à l'état final, vous avez un réseau de craquelures comme ceci, partiellement connecté. Comment ce réseau de craquelures va évoluer si on recommence ce que je viens de vous présenter? Donc là, je l'ai squelettisé, qui permet de quantifier le réseau. Si vous redéposez une goutte d'eau au même endroit, eh bien vous voyez que le réseau de craquelures a un petit peu plus évolué, etc. Bon, là, on peut faire différents cycles. Alors, on ne va pas faire 100 cycles. On ne peut pas vraiment appeler ça de la fatigue. On va faire 10 cycles. Mais ce qu'on peut voir, c'est que la longueur moyenne du réseau de craquelures augmente de manière saccadée ici, jusqu'à saturer. Ça veut dire qu'à partir d'un moment, votre système, il ne va plus pouvoir continuer à s'étendre par rapport aux fissures, mais on va saturer le système, à savoir qu'on va avoir un confinement progressif des craquelures. Lorsque les craquelures vont être trop proches les unes des autres, elles vont s'arrêter à cause des relaxations, des contraintes qui sont mises en jeu. Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est toujours pareil, c'est l'épaisseur de la couche qui va jouer un rôle énorme dans le confinement de ces craquelures. Alors, si on continue de soumettre ce système à des variations d'humidité, l'autre mode qui peut relaxer les contraintes, c'est les phénomènes de délamination. Donc là, on va vraiment décoller la couche par rapport au support. C'est ce que vous pouvez voir sur cette image, encore une fois sur un système modèle. Alors c'est un système transparent, et les franges d'interférence que vous voyez là traduisent en fait un coin d'air entre le substrat et la couche qui s'est partiellement décollée. Bon, c'est schématisé comme ceci. Les régions circulaires sombres ici sont les seules régions d'adhésion entre la couche et le substrat. Alors c'est un phénomène qui est un des plus dangereux pour les peintures, parce que c'est un chemin préférentiel pour l'humidité, pour pénétrer à l'intérieur de la couche picturale, et ça peut conduire directement à un décollement presque complet de la peinture, une perte de matière. Donc c'est vraiment le système, le processus à limiter dans l'art. Alors, l'expérience modèle que je vous ai présentée, c'était une goutte d'eau qu'on imbibe sur une peinture. Vous pourriez penser que c'est quand même un phénomène assez brutal, mais non, parce qu'on peut avoir des phénomènes très violents dans les peintures. Là, vous avez une peinture qui s'appelle la Jeanne d'Arc en Priso, et toute la partie droite et la partie du dessous a subi une variation d'humidité, a subi un dégât des eaux. C'est de l'eau qui a ruisselé sur la peinture, et ce qui a conduit à ce blanchiment qu'on appelle aussi chancy dans les peintures. Alors, en fait, ce blanchiment a été étudié récemment au Centre de recherche et de restauration des musées de France, au Louvre. Ils ont montré que c'était dû à une perte de matière, typiquement à des craquelures qui vont apparaître, et encore plus à savoir des formations de porosité dans la matière, comme vous voyez ici en microscopie électronique, et une porosité avec des tailles de pores distribuées de la dizaine de nanomètres au micron, et une porosité qui apparaît dans les liants, c'est-à-dire entre les pigments. Alors, ça peut apparaître dans la couche picturale, ça peut aussi apparaître dans le vernis. Et dans ces cas-là,
la couche pictorale devient opaque à la lumière qui se réfléchit sur les pores remplis d'air. Donc c'est pour ça qu'elle devient blanc. Alors, pour ne pas terminer cet exposé sur une note pessimiste, voilà, vous avez une belle peinture qui est devenue blanche. En fait, ce n'est pas un système complètement irréversible, parce que si vous réimbibez ces zones poreuses par une certaine huile, les restaurateurs peuvent retrouver une certaine coloration. Alors, il y a plusieurs modes de restauration de cette peinture, mais actuellement, voilà, elle a retrouvé ça. C'est peut-être pas exactement ses couleurs d'origine, mais elle a retrouvé une belle illustration grâce aux restaurations et grâce aux techniques des restaurateurs. Donc, tout ce que je vous ai montré ici, qui était assez général sur la formation des réseaux de craquelures, était principalement basé sur des systèmes modèles pour mieux appréhender et mieux comprendre les réseaux de craquelures. Alors, en fait, ces systèmes modèles sont étudiés dans beaucoup de systèmes différents, dès que ces systèmes sont complexes, et ceci à différentes échelles. Donc, c'est ce que je vous montre en fait sur cet axe ici. Alors, les systèmes complexes, on peut les retrouver à l'échelle submicronique. Vous avez des couches protectrices, par exemple, où on demande beaucoup de propriétés différentes à peu de matière, qui peuvent subir des variations de température, des phénomènes de délamination, comme vous voyez ici. À des échelles un petit peu plus importantes, et donc là, j'associe l'équipe STLO de Rennes, où beaucoup d'études sur les structures des protéines laitières, par exemple, et le but ici, c'est d'étudier, par exemple, la relation entre les instabilités mécaniques, type flambement ou même fissuration, à la structure des protéines telles quelles. Ça a beaucoup aussi d'intérêt pour étudier les taches de sang, ou là plutôt les mares de sang en criminologie. Le but, c'est d'essayer de retrouver l'heure du crime, ou s'en rapprocher en tout cas. Alors, plutôt que de parler de peinture, je vous ai quand même assez parlé ici, on pourrait associer aussi des systèmes complexes comme les cosmétiques. Il y avait une très belle thèse la semaine dernière qui a été soutenue par Charlène Hubert à l'IPR, justement, qui vous montre que les instabilités mécaniques jouent un rôle aussi important à étudier dans les cosmétiques. Et puis à l'échelle géologique, vous avez aussi des patterns très réguliers dans les sols gelés, les permafrosts par exemple, qui vous donnent des structures bien définies. Les orques basaltiques aussi. Et puis à l'échelle de la planète, vous avez aussi des déformations typiques de la lithosphère, par exemple, qui sont liées à des variations très soudaines des contraintes mécaniques et qui sont également étudiées via les systèmes que je vous ai présentés de silice, les dispersions colloïdales. Eh bien, je vais m'arrêter là et voilà, je remercie plusieurs personnes qui ont contribué à ces études sur l'aspect craquelure. Alors, on a un petit peu de temps. Je peux garder le masque. On a un petit peu de temps pour quelques questions. Qui veut commencer? L'idée, c'est que je vous tends la perche. Je touche pas. Merci pour le très bel exposé. J'avais une question sur les dynamiques montrées en début d'exposé, où en fait il y a une dynamique globale et puis il y a une dynamique avec des marches, où il y a des sauts en discontinuité. Est-ce que ça donne des informations sur le... Parce qu'en fait il y a la dynamique locale et la dynamique globale, j'imagine. Est-ce que ça donne des informations sur... Ici ? Non, au tout début, où tu avais montré l'évolution du... Oui, c'était juste avant ça, je crois. Sur les peintures ? Oui, au tout début de l'exposé, je pense. Tac. Alors, non, ça, c'est les couches. Sur les phénomènes de percolation ou... Oui, avant, je pense que c'était plus tôt que ça.
Tu avais un insert où en fait il y avait un zoom sur une échelle de temps plus courte avec des sauts. Alors là, je vois pas en fait. Ah, je vois pas. Donc pas par collation, tic. C'est pas là. Hein. Non. Je sais plus où c'était. Voilà, c'était cette courbe-là. Ah, c'était ça. Oui, juste l'animation là. La courbe en bas à gauche. Si. Voilà. Ah oui. Oui, alors ça c'est l'évolution des contraintes en fonction du temps. Oui, effectivement, il y a des sauts. Alors, je ne sais pas si ces sauts sont liés vraiment à un phénomène physique, à savoir que là, on est quand même sur un système qui est moyenné en épaisseur. Et le problème sur ces expériences-là, c'est qu'on a un séchage toujours plus rapide au bord. C'est pour ça que d'ailleurs c'est plus blanc ici, parce que ça sèche plus vite. Et ça peut être, voilà, c'est peut-être ces phénomènes-là, l'inhomogénéité de la couche qui sèche, qui sont liés à ces phénomènes de saccadés, ici. Parce que finalement, voilà, on a un front qui va se propager. Donc, je ne suis pas sûr que ces variations pas par pas soient à une signification physique. Une question ? Une question béotienne. Bonjour, merci pour l'exposé. En fait, vous avez indiqué au tout début d'exposé que finalement l'huile n'est plus vraiment utilisée ou a été remplacée par l'acrylique. Donc est-ce que c'est par rapport à ces histoires de craquelure ou est-ce qu'il y a d'autres propriétés de l'acrylique, enfin, quels sont les apports, disons Alors, je ne pense pas que ça soit lié aux craquelures, parce que finalement, elles font partie vraiment de l'œuvre. En tout cas, j'ai l'impression. Je ne vais pas pouvoir répondre sur l'acrylique, sur vraiment l'intérêt d'utiliser l'acrylique. Là, que je ne saurais pas dire de bêtises, donc... Et je me demandais, est-ce que les peintres y réfléchissaient déjà à l'époque à des problèmes de craquelure comme ça, ou en fait ça leur... Ils changeaient de technique parce qu'ils voulaient faire un effet esthétique, mais est-ce que quelque part on sait qu'ils étaient conscients et qu'ils intégraient éventuellement est-ce que les historiens plus de l'art savent qu'ils étaient sensibles à ça et parce qu'ils avaient bien vu les peintures d'avant vieillir, donc ils savaient déjà que ça vieillissait. Oui, et puis celles qui apparaissaient de leur vivant, typiquement celle-ci par exemple, là ils en étaient conscients parce qu'elles arrivaient assez rapidement. Les autres, c'est vraiment au cours des siècles qu'elles vont apparaître. Par exemple celle-ci, j'ai pas d'image de la peinture complète, mais il n'y a que cette partie du visage qui a été craquelée de cette manière-là, parce qu'elle a été peinte par le disciple de l'artiste qui a mis un petit peu trop d'huile. Donc le reste de la peinture n'a pas été craquelé comme ça. Donc, ça c'est vraiment un défaut de mise en œuvre. Après, comme par exemple le sfumato de Léonard de Vinci, c'était vraiment pour jouer avec les ombres. Et il n'était pas, je pense, conscient qu'il y ait autant de craquelures par la suite. Parce que là, on est vraiment sur des échelles de temps du siècle pour ces craquelures. Les étudiants, n'hésitez pas. Merci pour l'exposé. J'ai une question sur à un moment donné, vous étudiez l'influence de la fraction volumique sur le rapport de module d'élasticité par rapport au module de perte. Et il y a une des fractions volumiques, je crois qu'elle est notamment à 0,4, qui ne se comporte pas du tout comme les autres. C'est-à-dire que en fait, le rapport entre les deux modules reste constant en fonction de la fréquence, je crois, de la DMA. Et en fait, je voulais savoir s'il y avait une raison pour qu'à 0,40 et pas aux autres, il y ait... Dans les expériences, par exemple, de rhéologie, c'est ça ? Ouais, voilà. Donc ce seuil. En fait, à 0,4, elles ont toutes à peu près la même pente, sauf à 0,4, on dirait qu'elle est quasiment constante. Ah, ici, là ? Ouais. À haute fréquence. Alors, là...
Ouais, ce qui se passe ici, bon, je peux pas vous dire ce qui se passe vraiment ici. Hein. C'est vraiment ce qui a été vraiment regardé, c'est les valeurs en moyenne par rapport à 1. Par rapport à 1, parce que c'est là où on a soit la réponse visqueuse en dessous de 1, soit la réponse solide au-dessus. Donc c'est vraiment le rapport G', G seconde. Et c'est finalement, c'est ce qu'on a obtenu ici, c'est vraiment des valeurs moyennes des G', G seconde. Alors, à haute fréquence, ici, ça peut être dû au fait à des agrégats qui se sont formés de manière inhomogène dans l'échantillon, mais bon, pas dire avec précision. En fait, oui, je n'avais même pas remarqué. Et la valeur de 0,35, là, critique, elle est un peu surprenante, moi. Alors, parce que si tu penses à du jamming ou des trucs comme ça, on est beaucoup plus haut, on est à 55 ou des choses comme ça. Elle est vraiment liée aux interactions. Enfin, 35, c'est vraiment très bas. Alors, c'est entre 30 et 35, mais c'est vraiment lié aux interactions entre les particules qui deviennent importantes quand on a un piégeage de toutes les particules qui vont quasiment plus bouger de voisine. Ouais, mais quand même, quand tu vois ça par rapport à des histoires de jamming, qui est quand même un peu la même idée, c'est le piégeage par les autres. Le jamming, il est, Axel me dit, il est plus grand. Moi, mais c'est plutôt, ça se passe largement plus haut, quoi. Oui. J'étais surpris par ton chiffre, mais je sais pas. Oui, alors... tu testes pas les mêmes mécanismes, visiblement, mais... Là, c'est le début d'une structuration, c'est ça? C'est le début d'une structuration qui intervient là. Et alors, du coup, ça me permet de vous dire pourquoi il y a une élongation de ce profil-là de diffusion dans une certaine direction. En fait, dans la certaine direction qui est liée à l'écoulement du liquide dans le milieu poreux. C'est exactement là. Ça entraîne une compression de la matière dans cette direction-là. C'est pour ça qu'elle est filée dans cette direction-là. Donc ça vous montre qu'ici, effectivement, ce qui est super étonnant, c'est qu'on ait une fraction volumique très, très faible, mais on commence à être sensible aux forces extérieures. Et là, les forces extérieures, c'est l'écoulement. Ok. Bien, on te remercie une nouvelle fois. Merci beaucoup, Ludovic. Merci.